Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Hasard du calendrier ou vraie recrudescence, plusieurs cas de méningite ont fait parler d'eux dans les médias dans cette fin d'année 2016. À Dijon, Marseille, Montélimar et Saintes, en moins de 4 mois, ces méningites foudroyantes ont coûté la vie à des nourrissons, mais également à des adultes entre 20 et 30 ans. Ces situations auraient-elles pu être évitées, par exemple par la vaccination ou par une prise en charge encore plus rapide? Des drames qui nous rappellent l'importance d'une vigilance sanitaire optimale. Voici donc les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans l'émission. 1. Comprendre les enjeux de santé publique de la méningite. 2. Savoir faire rapidement le diagnostic et agir. Enfin, 3. Connaître la prise en charge et la vaccination. Je vous présente tout de suite mon invité de ce soir, le professeur Robert Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédiatre infectiologue au Centre hospitalier intercommunal de Créteil et coordonnateur de Infovac, le réseau d'information et de consultation sur les vaccinations. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite par la question du jour qui vous est posée dans la newsletter de Fréquence M. La voici. Quel est l'agent infectieux le plus souvent responsable de méningite chez l'enfant? Le méningocoque, réponse 1. Le pneumocoque, réponse 2. L'entérovirus, réponse 3. Nous vous donnerons les résultats plus tard dans l'émission, alors à vos claviers. Alors Robert Cohen, je le disais en introduction, différents cas médiatiques de méningite ont été rapportés ces derniers mois sans vraiment lien entre les uns et les autres. Est-ce que c'est le signe d'une recrudescence ou alors c'est la faute à pas de chance? Non, actuellement, il n'y a pas de recrudescence nationale du nombre de cas de méningite. Au contraire, le nombre de cas est plutôt un petit peu descendant, mais de temps en temps, il y a des bouffées épidémiques régionales, là en l'occurrence, ou locaux-régionales, qui font que on en reparle, parce que c'est une maladie qui fait très peur, et on comprend bien pourquoi elle fait très peur, parce que souvent elle emporte ou elle laisse des séquelles à des gens extrêmement jeunes avec des dizaines et des dizaines d'années de vie perdues. Oui, surtout, ça arrive vraiment rapidement, en une fraction de seconde. Hein. Alors, oui, dans ça, il faut distinguer d'une part ce qu'on appelle le purpura fulminans, on en reparlera. On va reparler, et d'autre part, les méningites bactériennes, j'allais dire, standards. Ouais. On va revenir sur ce point-là. Alors, autant les purpura fulminans peuvent, en quelques heures, tuer un individu qui allait très bien quelques heures avant, autant les méningites bactériennes ont une évolution un peu plus lente, en quelques heures, quelques jours, et nécessitent aussi un diagnostic rapide. Mais les drames dont on parle, c'est surtout des fulminances, là, en l'occurrence. Alors, au niveau des chiffres, en 2015, on avait un nombre d'infections invasives à méningocoque qui était aux environs de 469 cas notifiés, en tout cas. Est-ce que l'évolution de ces 5 dernières années, vous disiez, elle est plutôt en faveur d'une baisse? Absolument. On a plutôt une baisse ces 15 dernières années du nombre de cas de méningite, non seulement à méningocoque, mais pour l'ensemble des méningites. Il y a une baisse, on a baissé à peu près de 40 à 50% sur ces 10 dernières années, et beaucoup plus si on regarde les années précédentes. Donc, vous le disiez, parfois sur certaines pathologies, sur certaines bactéries, on a une évolution qui est rapide, foudroyante, avec les décès qui parfois arrivent dans quelques heures à l'hôpital. On disait, est-ce que c'est spécifique au méningocoque? Alors, les formes fulminantes, c'est spécifique au méningocoque. Il y a quelques cas, pneumocoque ou à autres bactéries, mais c'est l'exception. Généralement, ça témoigne de terrains particuliers. Mais les formes fulminantes, c'est essentiellement le méningocoque qui le donne, effectivement. Alors, on va revenir à cette actualité qui a quand même été chargée ces derniers mois, notamment à Dijon, où 2 étudiantes de l'université ont été infectés et ont décédé suite à une infection invasive au méningocoque W. Quelles sont les particularités de ce sérogroupe? Parce qu'on ne le trouve pas fréquemment en France. Oui, justement. Ces dernières années, les sérogroupes de méningocoque, les sérotypes de méningocoque que vous voyez, c'est essentiellement du B, qui reste le prédominant en France. Après le C, puis les autres étaient plutôt anecdotiques. Et puis là, depuis quelques années, d'abord en Afrique, puis ensuite dans les pays occidentaux, il y a eu plusieurs cas, plusieurs épidémies, notamment dans une grande réunion de scouts qui a eu lieu au Japon il y a quelques mois. Et ces sérotypes ont émergé.
je vous rassure tout de suite, on n'est pas du tout au même niveau que peut le donner le B. Mais on voit qu'il se passe quelque chose. Et en fait, dans ces sérotypes ou sérogroupes B, il y a différents clones. Et en ce moment, les clones qui circulent pour le sérogroupe B, voire pour l'Y, sont un petit peu particuliers, un peu plus pathogènes que ça ne l'était avant. Ils mutent, ces bactéries? Ils changent en permanence. Le patrimoine génétique des souches de méningocoques varie beaucoup, et de temps en temps, on a des clones qui sont beaucoup plus virulents, on dit, pour le méningocoque, que pathogènes. Et là, en l'occurrence, c'est des clones virulents. Est-ce qu'on a une idée d'où ces étudiantes ont été contaminées? Alors, le méningocoque, c'est un germe des voies respiratoires. Quand on regarde le taux de portage de méningocoque, en particulier chez l'adolescent et chez l'adulte jeune, il est extrêmement élevé. On peut avoir 20, 30, 40% de porteurs de méningocoque. Et quand on contamine un méningocoque, c'est généralement à très faible distance. Ce sont les grosses particules, les grosses gouttelettes qui contaminent. Donc c'est toujours une contamination par voie respiratoire et proche. Ça se transmet à moins de 2 mètres, voire à moins de 1 mètre. Et donc on a des porteurs sains de méningocoque, et de temps en temps, on a des souches qui sont un peu plus virulentes et qui donnent ça. Et justement, ces porteurs sains, comment la frontière entre le méningocoque qui ne va pas donner de pathologie et celui qui, chez une certaine personne, va en donner? On sait à peu près pourquoi certaines personnes ne vont pas faire une méningite et d'autres oui? C'est certainement pas monofactoriel. Oui, il y a, bien sûr. La virulence de la souche, c'est très important. Et là, on voit qu'on a des clones virulents. Deuxièmement, le passé immunitaire du sujet. On a tous été immunisés au fur et à mesure par nos portages de méningocoques successifs. Troisièmement, la quantité de méningocoques. En pathologie infectieuse, l'inoculum, c'est-à-dire la quantité de méningocoques qu'on peut recevoir, peut jouer un rôle. Et d'ailleurs, parmi ces facteurs-là, il y a certains facteurs comme le tabac qui favorisent la contamination de méningocoques. On incrimine souvent aussi les co-infections virales. Quand on sait que, par exemple, après les épidémies de grippe, ou au cours des épidémies de grippe, il y a une recrudescence du nombre de cas de méningocoques. Donc, la souche, les antécédents du sujet, la quantité de bactéries qu'on touche, la co-infection en même temps, la co-infection virale, et puis des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Oui, et puis surtout, il y a eu aussi ce confinement, entre guillemets, dans le campus. C'est-à-dire que le mode de propagation, la vitesse de propagation va être exponentielle. Absolument. C'est souvent dans des dans des collectivités relativement fermées. On voit ça dans des camps militaires. Je vous ai parlé d'épidémies qu'il y a eu au Japon, avec des scouts qui venaient de tous les pays du monde. Et là encore, on voit que la proximité des adolescents entre eux et des jeunes adultes joue un rôle extrêmement important. D'ailleurs, il y a eu donc des mesures de vaccination qui ont été prises pour cette population du campus. Ça a été rapidement fait. C'est vraiment la solution dans ce cas-là? Il y a la solution à court terme et la solution à moyen terme, à long terme. Pour le court terme, pour les cas contacts, c'est l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire on donne de la rifamycine à tous les sujets contacts dans ces cas-là. Pour le moyen terme, on sait que la rifamycine va agir 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais pas plus longtemps. Donc si on veut protéger le groupe, il n'y a que la vaccination. Est-ce qu'il y a des régions de France, justement, qui sont plus touchées que d'autres? Parce que là, on a vraiment une concentration. Alors, c'est peut-être du hasard. On avait plus le sud de la France. On avait Montélimar, Marseille, Dijon, qui est un peu plus au nord, mais il n'y a pas vraiment de... Ça change. Il y a quelque temps, il y avait une épidémie de méningo B dans la région de Rouen, de Dieppe, etc. Donc, à d'autres moments, on a eu des épidémies dans le Massif central. On a eu aussi, il y a quelques années, de méningo C dans la région de Bordeaux. Donc, non, vraiment, ça change. Et donc, vous disiez principalement du méningo B? Alors, en France, en situation basale, c'est le méningo B qui prédomine, qui représente au moins 60% des cas. Ensuite, il y a le méningo C qui représente 20-25% des cas. Ça varie d'une année sur l'autre. Et le reste, c'est, excusez-moi, Y et W. C'est une fraction plus petite, mais dont on a l'impression, que ça a tendance à monter. Ça a été constaté dans plusieurs pays d'Europe et ça commence à être constaté chez nous.
Et deuxièmement, que ça touche plus certaines populations. Hein. Là, on voit plus que c'est les adolescents ou les sujets âgés qui sont affectés par ces sérogroupes que des petits nourrissons, là, en l'occurrence. Alors là, on était dans des cas de méningite à méningocoque, mais vous le disiez, il y a d'autres agents pathogènes qui sont responsables de méningite. Est-ce qu'on peut, par exemple, donner des pourcentages d'agents pathogènes, par exemple, chez l'adulte? Qu'est-ce qui va être le plus souvent retrouvé? Alors, il faudrait juste revenir un peu sur l'histoire. Hein. Il y a jusqu'à le début des années 90, hein, on sait déjà loin, le germe prédominant chez l'enfant, c'était Haemophilus influenzae petit b. Et celui-là a été un énorme succès de la vaccination, puisqu'on est passé à peu près de 600 à 1000 cas par an, à grosso modo maintenant 10 cas par an. Hein. Donc ça, c'était, pour nous, c'était l'agent pathogène numéro 1. Bon, maintenant, il a disparu. Restait le méningocoque et le pneumocoque. Et là, tout va dépendre de l'âge. Hein. Chez les petits nourrissons de moins de 1 an, c'était le pneumocoque qui prédominait, et comme chez les sujets âgés, c'est toujours le pneumocoque qui prédomine. Maintenant, en dehors de ces deux périodes-là, c'est le méningocoque qui est prédominant. Donc, comme on l'a dit, essentiellement du B, mais de temps en temps, d'autres sérogroupes comme le C ou ceux qu'on vient de citer, l'Y et le W. Et les virus dans cette histoire? Les virus sont les agents les plus fréquents des méningites. Hein. Et là encore, les succès de la vaccination ont été augmenté le taux de considérable, puisque avant, donc c'était des méningites virales, hein, lymphocytaires, le plus souvent d'évolution bénigne, qui ne bénéficient pas de traitement. Les oreillons étaient une cause extrêmement importante de méningite virale. Maintenant, les oreillons sont devenus une maladie beaucoup plus rare, hein, pas complètement, loin de là, éradiquée par la vaccination. Mais maintenant, ce sont les entérovirus qui sont les causes les plus fréquentes des méningites virales aujourd'hui. Mais ce n'est pas le même contexte, puisque la majorité des méningites virales vont guérir spontanément son traitement. La majorité, ça ne veut pas dire tout. Hein. Il y a quelques temps, il y a un petit pourcentage d'enfants qui ne vont pas guérir ou qui vont avoir des séquelles. Alors justement, on va regarder tout de suite les résultats à la question que l'on a posée à nos téléspectateurs, qui était la suivante. Quel est l'agent infectieux le plus souvent responsable de méningite chez l'enfant? Alors les réponses, 50% ont dit le méningocoque, 40% le pneumocoque et 10% l'entérovirus. Donc là, on a encore une discordance. Oui, parce que c'est des agents dont on ne faisait pas le diagnostic si facilement que ça. Maintenant, les techniques de PCR ont changé complètement la donne, hein, en particulier chez les petits nourrissons. Dès qu'il y a une méningite lymphocytaire, voire de temps en temps en formule mixte, hein, la PCR entérovirus nous apporte en quelques heures le diagnostic et nous permet d'arrêter l'antibiothérapie très très rapidement et de raccourcir de façon considérable les hospitalisations. On va y revenir sur la PCR. On va passer à la deuxième partie de l'émission, faire le diagnostic et agir. Alors la symptomatologie de l'adulte, on la connaît, elle est classique dans les livres, c'est le syndrome méningé fébrile. Est-ce qu'on peut le rappeler rapidement, les signes cliniques? Alors, classiquement, hein, c'est un sujet, on parle de la méningite, on ne parle pas du fulminance. Après, il faudra revenir sur le fulminance, parce que ça, c'est autre chose. Classiquement, c'est un sujet qui est fébrile, qui a des maux de tête importants, qui a des troubles de conscience, d'accord? Souvent, il a des petits troubles de conscience, il n'est vraiment pas bien. Et quand on l'examine, on retrouve les signes classiques qui sont la raideur méningée et le signe de Kernig, et puis les signes de Brudzinski qui traduisent les mêmes symptômes que de raideur méningée. Et là, le diagnostic est essentiellement clinique, hein, ces symptômes et puis ces signes d'examen. Pour le fulminance, ce n'est pas ça. Hein. Généralement, ils n'ont pas de signes méningés, ce sont des sujets en quelques heures qui ont un syndrome fébrile plutôt élevé, des troubles de conscience, des troubles hémodynamiques. On sait tout de suite qu'on est en patient, très, très rapidement qu'on est devant des patients sévères, et puis cette éruption, ce purpura extensif, hein, qu'il faut examiner de façon très simple. Un purpura, ça se reconnaît, parce que quand on appuie dessus, eh ben, ça ne s'efface pas, et de minute en minute, on voit que le nombre de taches augmente, et ça témoigne d'une signe d'évolutivité de la maladie et qui impose des mesures absolument immédiates. Alors ça, c'est pour les deux formes, on va dire, chez l'adulte et chez le grand enfant, c'est pareil. En fait, plus l'enfant est jeune, plus les symptômes sont plus difficiles. Hein. C'est ce que j'allais Par exemple, dire. si on prend l'exemple
des nouveau-nés, je voudrais qu'on vienne après les nouveau-nés, des jeunes nourrissons, hein, cela presque, dès qu'on a un syndrome fébrile, avec des signes biologiques d'infection bactérienne, eh ben, la PL doit être systématique. Hein. Quand je prends les moins de 1 mois, un moins de 1 mois qui a de la fièvre et qui a des signes d'infection bactérienne qu'on indexe par la CRP ou par la procalcitonine, hein, celui-là, il doit avoir une ponction lombaire et de temps en temps, on a la surprise alors que nous n'avons pas de signes cliniques d'examen. Pas de signes neurologiques. Voilà, pas de signes neurologiques, pas de... Et on voit. Et ça, c'est vraiment une situation très, très fréquente. Après, chez le nourrisson, il ne faut pas compter sur la raideur ménagée, il ne faut pas compter sur la céphalée. Donc, ce sont des enfants qui sont fébriles, qui ne sont pas bien. Quand je dis qu'ils ne sont pas bien, c'est-à-dire qu'ils sont géniards, hein, qui sont douloureux. Et à l'examen clinique, on n'a pas la raideur ménagée, ou du moins uniquement quand les fontanelles sont fermées, mais on voit un bombement de la fontanelle et on voit que ce patient va suffisamment bien, et c'est en allant chercher cette méningite, hein, par les examens sanguins et par la ponction lombaire qu'on fait le diagnostic. Hein. Donc c'est vraiment le diagnostic est plus difficile. Ceci dit, quand je dis qu'il est plus difficile, c'est pour nous, dans les urgences pédiatriques, même si le nombre de cas de méningite a réduit, on est extrêmement vigilant sur ça, et on a les examens très faciles et la ponction lombaire assez facile. Assez facile aussi. Il y a d'autres signes, par exemple, pour d'autres bactéries, le pneumocoque, est-ce qu'il y a des signes respiratoires? Alors, par exemple, les méningites à méningocoque s'accompagnent très rarement d'otite. Les méningites à pneumocoque, dans un tiers des cas, il y a des signes respiratoires associés et une otite. Bon. Donc on voit que les signes respiratoires sont plus fréquents. Mais sinon, le reste, c'est la ponction lombaire qui va faire le diagnostic. Et l'examen direct de la ponction lombaire fait le diagnostic dans 70 à 90% des cas. Ça dépend de la bactérie responsable. Et au niveau viral, du coup, la symptomatologie, elle est beaucoup moins importante. Généralement, ils sont moins malades, entre guillemets. Ils n'ont pas de troubles hémodynamiques, ils peuvent avoir des petits troubles de conscience, mais ils sont moins malades. Et ça peut passer inaperçu? Ça peut passer inaperçu, mais généralement, quand ils arrivent dans nos urgences, on arrive à l'idée que parce qu'ils ont soit une raideur de la nuque, soit un bombement de la fontanelle, soit une fièvre un petit peu inexpliquée et des petits troubles hémodynamiques ou des petits troubles de conscience, ça nous conduit à faire la ponction lombaire et on fait diagnostic à ce moment-là. Alors par exemple, au cabinet, si on a une suspicion donc, de méningite à méningocoque par exemple, on appelle tout de suite le 15 ou quelle est la conduite à tenir? Alors, là encore, on revient à deux situations. Soit il a des éléments purpuriques, et là, non seulement on appelle le 15, mais il faut avoir de la rocéfine au cabinet pour lui injecter. On injecte direct. La rocéfine, ça ceftriaxone. Parce que c'est le traitement qu'il faut administrer le plus tôt possible. Il y a une relation entre le moment d'administration et ça. Dans les autres cas, si on suspecte une méningite, bien entendu, il faut transporter rapidement le malade à l'hôpital. Pas toujours forcément par le 15, parce que ce n'est pas toujours ce qui fait gagner le plus de temps. Hein. Par contre, pour le fulminance, il n'y a pas de problème. C'est le 15, on injecte la ceftriaxone, et puis le 15 vient chercher. Et puis, pour nous, c'est un processus de déclenchement pour les urgences extrêmement rapide, parce que dès que le 15 est prévenu, on sait aussi comment on va accueillir l'enfant à l'hôpital. C'est-à-dire le circuit va très vite, parce que les premières minutes, les premières heures comptent de façon extrêmement importante. Et là, il faut aller vite, effectivement. Alors justement, donc, si dans ces cas-là, l'antibiothérapie, si bien sûr on en a de disponible, on lui donne tout de suite. Donc on n'attend pas forcément d'avoir des prélèvements dans ces cas-là. Là, pour le coup, c'est tout de suite. On ne va pas chercher à faire l'APL pour avoir une documentation de l'agent pathogène. Pour le fulminance, on n'attend pas. De toute façon, c'est sûr que maintenant, avec les techniques de PCR spécifiques du méningocoque, on fait le diagnostic. Sur une biopsie de purpura? Sur une biopsie de peau, sur l'hémoculture, parce que sur la ponction lombaire, la PCR met en évidence même des bactéries non viables et permet de récupérer un nombre de diagnostics. Donc l'urgence est au traitement et n'est pas au diagnostic. Pour les méningites hautes, quand on suspecte une méningite, on fait les examens et qu'il n'y a pas de situation d'urgence ou neurologique
ou hémodynamique, on se donne les moyens du diagnostic avant de commencer les traitements. La PCR, elle n'est pas forcément disponible partout, en tout cas non, pas aux heures ouvrables. La PCR est disponible partout maintenant. Elle n'a pas besoin d'être traitée immédiatement. On la prélève. Oui. Et puis même si ce n'est pas aux heures ouvrables, de toute façon, dès qu'on va avoir la ponction lombaire qui montre qu'il y a des leucocytes, que la glycorachie est basse et que les protéines sont élevées, les prélèvements sont faits. On commence l'antibiothérapie même si on n'a pas encore le diagnostic étiologique précis. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences de prise en charge pour les nourrissons? Alors, je reviens pour les nourrissons et les nouveau-nés. Parce qu'on a parlé des germes classiques, qu'on a cités, le méningocoque qui vient en premier, si on regarde tout confondu, le pneumocoque en deuxième, il n'y a plus d'hémophilus influenzae. Mais dans la période néonatale, mais pas que la période néonatale, mais dans les premiers mois de vie, il y a un germe qui est très très important, qui s'appelle le streptocoque du groupe B, qui a l'air d'augmenter de fréquence, en tout cas dans le cadre des méningites tardives. Ce n'est pas des nouveau-nés qui viennent de naître, c'est des nouveau-nés qui ont 1 mois ou qui sont des petits nourrissons de moins de 3 mois, des fois c'est un peu plus tard. Et ça, c'est un germe, j'allais dire, dont le rôle relatif ou absolu augmente de façon incontestable, et c'est une des prochaines cibles des nouveaux vaccins. D'accord. Il y a aussi un autre germe en période néonatale, mais qui touche plutôt les prématurés dans les méningites, qui s'appelle le colibacille, qui est connu pour donner des infections urinaires, des infections néonatales, mais qui est un agent extrêmement important des méningites chez le nouveau-né et de temps en temps chez le petit nourrisson, en particulier quand il s'agit de prématurés. Aujourd'hui, la proportion de ces méningites, comme elles n'ont pas diminué, est plus importante, j'allais dire, qu'elle n'était dans les autres années. Et au niveau de la prise en charge, c'est relativement la même? Au niveau de la prise en charge, c'est relativement la même. C'est une antibiothérapie immédiate, basée sur les céphalosporines de 3e génération, par voie injectable, administrée rapidement. Très bien. Alors avant de passer à la 3e partie de cette émission, je vous rappelle que l'on attend vos questions et on y répond dans moins de 10 minutes. Alors on va parler prise en charge et vaccination. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais on va y revenir au niveau des sujets contacts qui ont plus ou moins été proches de ces personnes qui ont fait une méningite. Quelle est la conduite à tenir? On a dit antibiotiques au début, mais sinon ça va être la vaccination? Pour les sujets contacts. Oui. Alors, ça dépend beaucoup du germe. Il y a 2 germes qui nécessitent ce qu'on appelle une antibioprophylaxie pour les sujets contacts proches. C'est le méningocoque, d'accord? Et les sujets contacts vont être traités par IFAN, mais c'est des sujets contacts réels. Je vous ai rappelé que c'est un contact proche, étroit, bon, pas un contact à distance. Bon. Et avant l'hémophilus B. Pour ces 2 bactéries, on a une antibiothérapie dont la base essentielle, c'est la rifampicine, d'accord, à des doses qui sont tout à fait classiques et pour des durées extrêmement brèves. Et généralement, l'indication de la Rifan est faite non pas par le médecin généraliste, souvent on reçoit des coups de fil, mon enfant est un contact. Non, en général, c'est la CIR qui détermine les personnes à traiter dans l'entourage. Et aujourd'hui, le pourcentage de gens pour lesquels on donne une antibioprophylaxie a beaucoup réduit. C'est vraiment les sujets contacts ou des cas groupés de façon extrêmement importante. Mais je crois que il faut savoir rassurer les parents dans ces cas-là. Si vous n'avez pas été contacté, s'il a été un contact, c'est pas la peine de donner des antibioprophylaxies pour rien. Et puis après, le deuxième pivot, c'est la vaccination qui va bien entendu dépendre du germe, puisque quand c'est un méningocoque, ça va être des vaccins contre le méningocoque, sur lesquels on reviendra. Quand c'est un hémophilus, c'est la vaccination hémophilus, mais ça peut être aussi des vaccinations contre le pneumocoque, etc., qu'il faut savoir mettre à jour. Justement, on va en parler de ces vaccinations qu'il faut donc avoir à jour dans son carnet de santé. Justement, c'est quel type de vaccins qui sont concernés et à partir de quelle fréquence, à quel âge on fait les injections? Alors, on va reprendre historiquement. Tous les enfants sont vaccinés, sauf opposition majeure, contre l'hémophilus B, ce qui a été un succès majeur. Ça a réduit le nombre de cas de 600 à 1000 cas par an. Ensuite, la vaccination contre le pneumocoque, qui est dans le calendrier vaccinal
normale à 2 mois, 4 mois et 11 mois, a aussi réduit l'incidence des pneumocoques. On a encore réduit d'une centaine de cas le nombre de cas de méningite. Et après, il y a le méningocoque. Oui. Aujourd'hui, ce qui est recommandé en France, c'est la vaccination contre le méningocoque C, qui est proposée à l'âge de 1 an, dès l'âge de 1 an, et avec un rattrapage jusqu'à 24 ans. Et malheureusement, alors si la vaccination contre l'hémophilus est bien faite en France, si celle contre le Prevnar est tout à fait correcte, ce n'est pas le cas pour le méningo C, où malheureusement, nos taux de couverture vaccinaux ne sont pas ce qu'ils devraient être. Au lieu d'être 90%, on est, en fonction de l'âge, entre 60 et 30%. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est ce qui est recommandé. Nous, on plaide aussi pour un rappel de cette vaccination avant la puberté ou au moment de la puberté. Et pourquoi on ne propose pas de vacciner contre le B, puisque vous me disiez que c'était l'agent qui était le plus fréquent? Alors, le vaccin contre le méningocoque B, qui s'appelle le BEC0, c'est le seul qui est commercialisé à ce jour en Europe. Il n'est pas si vieux que ça, puisque son AMM date d'il y a 3-4 ans. Et au départ, on n'avait pas de preuve de l'efficacité. On savait que ce vaccin entraînait la production d'anticorps bactéricides, mais on n'avait pas une preuve à large échelle que ce vaccin marche. Et puis là, en 2 ans, les Anglais ont commencé la vaccination chez les nourrissons et le taux de succès est absolument remarquable, hein, au-delà de 80-90%. D'accord ? Et puis il y a une expérience aussi au Canada, dans une région près du lac Saint-Jean, où il y a eu plusieurs cas de méningo B, ils l'ont utilisé, et quand la vaccination a été mise en place, ça marche. Donc maintenant, on sait que ça faisait fabriquer des anticorps, on sait maintenant que ça marche dans ces 2 types de populations. Restent 3 obstacles. Le premier, la tolérance. Ce sont des vaccins qui sont plus réactogènes que le vaccin contre C, qui est parfaitement toléré, ou contre le vaccin contre AC, Y et W. Bon. Donc ça, il faut prévenir que ça donne de la fièvre. Bonne fièvre. Voilà. Bon. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, sur laquelle c'est le coût. Hein. Oui. Ce sont des vaccins qui sont plutôt coûteux. Hein. Je veux dire, un schéma vaccinal complet, c'est au-delà de 200 €. Hein. Et la troisième raison, c'est d'aboutir à une recommandation. Oui, c'est ça. Bon. Recommandation qui aboutit au remboursement. Aujourd'hui, et encore pour l'instant, nous espérons que l'expérience anglaise, qui a été absolument remarquable, hein, fait que ce vaccin soit remboursé, mais on n'y est pas encore. Mais vraiment, on a de forts espoirs pour ce vaccin. Si les Anglais ont installé cette vaccination il y a 1 an et demi, et au bout d'1 an, ils ont pu avoir une baisse extrêmement rapide dans la population vaccinée. Donc là, on va être à 2 ans. Il y a l'expérience du lac Saint-Jean. C'est le moment de se réévaluer de ces vaccins pour le mettre dans le calendrier vaccinal. Alors pour les adultes, est-ce qu'il y a des circonstances particulières où il faut les vacciner? On dit le voyage à la Mecque, le pèlerinage à la Mecque. Alors, on va prendre les adultes et on va prendre les adolescents. Oui. Chez les adultes, les adultes et les adolescents, il y a tous les sujets à risque. Déjà, qui sont déjà dans les recommandations, non seulement du vaccin contre le méningocoque B, mais aussi des vaccins conjugués ACYW. Les sujets à risque, ce sont tous les déficits du complément, qu'ils soient congénitaux ou acquis. Il y a certains médicaments qui diminuent le taux de complément et qui imposent la vaccination. Hein. Par exemple, un médicament contre le complément, comme le Soliris, impose la vaccination. Il y a aussi les aspléniques, qui ont un risque supplémentaire. Il y a aussi un grand nombre d'immunodéprimés pour lesquels... Donc, des risques intrinsèques. Deuxièmement, il y a les voyages. Alors, il y a la Mecque exposée au groupe A, d'abord, puis au W. Donc, ça s'était installé depuis longtemps. Et c'est toujours vrai. Et vraiment, il y a aussi toute la ceinture saharienne, où il y avait... subsaharienne, excusez-moi, où il y avait... C'est ce qu'on appelle la ceinture méningitique, où il y avait beaucoup de A. On a installé un vaccin, il y a moins de A, mais il y a du W. D'accord. Oui. Il y a maintenant du C qui est venu, il y a eu de l'Y qui est à un certain moment. Donc les voyages peuvent imposer aussi la vaccination. Donc les risques intrinsèques, les voyages. Enfin,
il y a des tranches d'âge. Les adolescents sont une période à risque pour les méningites parce que, justement, la promiscuité liée aux discothèques, liée à leur mode de vie, etc., le tabac qui joue aussi dans ça, c'est aussi. Et il y a beaucoup de pays qui ont commencé des programmes de vaccination spécifiques des adolescents. Par exemple, aux États-Unis, vous ne rentrez pas dans une université américaine si vous n'avez pas été vacciné contre ACY W135. Ils sont extrêmement rigoureux pour ça. Et je pense que cette vaccination de l'ado est aussi très importante. On a une idée de l'efficacité de ces vaccins? Alors, oui, on a des efficacités très précises. C'est des efficacités dont le taux d'efficacité dépasse largement 90%. Pour le bec 0, les premières évaluations sont au-delà de 80%, d'accord, parce que c'est pas tout à fait pareil pour le B. C'est pas c'est pas contre le polysaccharide, mais contre d'autres structures. On est au-delà de 80%, peut-être 90%. Pour les C, on est à 99% d'efficacité. La question qui se pose, c'est celle de la durée de protection. D'accord. Juste après la vaccination et dans les années qui suivent, le taux de protection est très bon. Simplement, ces anticorps ne persistent pas indéfiniment. Et un rappel à l'adolescence nous paraît un point extrêmement important qui n'est pas encore dans les recommandations françaises, mais nous, Infovac, on le conseille parce que la durée de protection contre le méningo-C ne dépasse pas 5 ans quand on les vaccine tôt. Très bien. On va donc passer à vos questions. Alors, quelles sont les grandes différences entre méningite et méningo-encéphalite? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des deux formes cliniques. Alors, en général, les majorités des patients qui ont une méningite n'ont pas de signes d'atteinte cérébrale. On parle de méningo-encéphalite à méningocoque quand il y a des atteintes cérébrales associées. De temps en temps, on voit à méningocoque ou à d'autres bactéries, pneumocoque, etc. Quand on voit à l'imagerie plusieurs images témoignant de micro-abcès d'une atteinte parenchymateuse. Ce n'est pas la situation la plus fréquente, mais elle existe et c'est la plus préoccupante parce que c'est celle qui laisse le plus de séquelles. D'accord. Et ça me permet d'arriver à dire que pour le méningocoque, en général, les patients, quand ils guérissent sans séquelles neurologiques majeures. D'accord. Ils peuvent avoir, dans le cas d'infilminance, des imputations, des séquelles cutanées, etc. Mais généralement, il y a relativement peu de séquelles neurologiques. Pour le pneumocoque, le problème, la mortalité est un peu plus élevée que pour le méningocoque, mais le risque de séquelles chez l'enfant neurologique importante est réelle et beaucoup plus importante que pour le reste. À quoi sert la corticothérapie dans les affections à méningocoque? Alors, la corticothérapie, c'est un traitement adjuvant entre guillemets des méningites dont l'efficacité a été prouvée pour l'hémophilus. Elle est probable. Alors, ce qui est important, c'est qu'il doit être administré très tôt, presque même avant l'antibiothérapie pour l'hémophilus. Pour le pneumocoque, les études actuelles suggèrent qu'elle a un effet. Pour le méningocoque, on n'a pas de preuve que la corticothérapie, dans les formes standards, habituelles, ait le moins d'intérêt. Par contre, dans les états de choc, souvent, en plus des traitements, les réanimateurs administrent à ce moment-là une corticothérapie. Mais ce n'est pas particulier à la méningite. Une méningite à méningocoque, sans purafilminance, généralement, il n'y a pas d'indication à la corticothérapie. D'accord. Qui doit faire éventuellement la déclaration obligatoire et qui doit avertir les autorités? Alors, il faut savoir que les méningocoques est très bien surveillé en France et depuis beaucoup d'années. Tous les laboratoires de microbiologie se doivent, c'est une déclaration, je ne sais pas si elle est obligatoire, mais elle est réelle dans les faits, avec un très bon réseau de surveillance. Et c'est à partir du laboratoire de bactériologie que s'est fait la déclaration. Et je peux dire que c'est très bien fait en France. Notre réseau de surveillance, à partir des laboratoires, du Centre national de référence, de l'INVS, est très efficace.
Est-ce que le masque doit être mis obligatoirement chez les patients? Masque, je pense, pour éviter la contamination. Quand on dit chez les patients, généralement, quand ils sont chez nous, ils sont suffisamment mal pour que eux n'ont pas de masque au moment où on les soigne. Hein. C'est nous-mêmes qui portons le masque. Hein. C'est un masque protecteur du soignant. Hein. Mais eux, généralement, non. En sachant que dès les premières injections d'antibiotiques, en particulier quand on utilise la ceftriaxone, les patients ne sont plus contagieux. Ouais. Donc c'est le personnel qui passe de masque, ce n'est pas c'est des masques protecteurs individuels contre les grosses gouttelettes. Hein. Est-ce qu'une personne qui a fait une méningite est plus à risque d'en refaire une autre? Alors ça dépend du germe et ça dépend de la pathologie de fond. Pour le pneumocoque, si je prends l'exemple du pneumocoque, un certain nombre de méningites à pneumocoque sont liées à des brèches, et à ce moment-là, effectivement, il y a un risque réel. Donc, pour le méningocoque, c'est moins clair. Les méningites récidivantes à méningocoque, en général, témoignent d'un terrain immunitaire particulier. C'est vrai pour le pneumocoque, c'est vrai pour des germes un petit peu atypiques. Hein. Par exemple, quand on a une méningite à Haemophilus non B, si on a une méningite à Haemophilus non B, c'est qu'on a un terrain immunitaire particulier qui va réexposer à ça. J'ai parlé des brèches, j'aurais dû parler aussi des implants. Des implants. Ouais. Qui sont aussi un facteur favorisant de méningite à pneumocoque. Quelle est votre position sur la vaccination obligatoire pour les vaccins ou la levée d'obligations? On sait qu'il y a eu certains décrets ou concertations qui ont été faites ces derniers mois. Alors, vous savez, on peut dire qu'aujourd'hui, 100% des experts, au départ, n'étaient pas pour l'obligation vaccinale. Moi, personnellement, je suis pour aucune obligation de quoi que ce soit. Mais la réalité de terrain et ce qui se passe aujourd'hui, vis-à-vis, en particulier sur les réseaux sociaux, vis-à-vis de la vaccination, le doute qui est mis vis-à-vis de ça, à des moments critiques de la vie, fait que la concertation citoyenne aboutit à qu'il valait mieux aujourd'hui rendre les vaccins obligatoires avec quelques causes d'exemption, parce que c'est pas possible pour tous les enfants de passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, à tous les enfants. Bien sûr, à tous les parents qui nous demandent, on explique. Mais sinon, il faut passer par l'obligation, parce que dans cette dimension de vaccin, ça c'est très très important, il y a la dimension individuelle. Quand je vaccine contre le méningo C, je vous protège. Mais aussi, je protège du portage. D'accord ? Et en protégeant du portage, je protège les autres. Et c'est particulièrement vrai pour le méningo C, où l'effet sur le portage est très important. On sait que, par exemple, les méningites à méningocoque sont surtout fréquentes dans les 2 premières années de vie. Mais il y a très peu de porteurs. Les porteurs, ce sont les adolescents. Oui. En vaccinant les adolescents, c'est la façon la plus efficace qu'on a, non seulement de les protéger eux-mêmes, on a vu qu'ils étaient plus à risque, mais de protéger le reste de la population, et en particulier les enfants trop petits pour être vaccinés. Et ça, dans la vaccination, il y a cet effet de protection de groupe rend l'obligation vaccinale particulièrement importante, parce qu'on ne se protège pas que soi-même. Bien sûr. On arrive bientôt à la fin de cette émission, Robert Cohen. Est-ce que vous avez un message à faire passer sur ce sujet-là, les méningites, à nos médecins qui nous regardent? Je crois que c'est l'exemple même de situations où, grâce à la vaccination, on a réduit notre nombre de cas de façon extrêmement importante. Quand je suis arrivé à Créteil dans les années 80, nous avions pas 2 mois où nous n'avions pas au moins 2 cas de méningite. Oui. Bon. Aujourd'hui, on en a plutôt 5-6 par an. Hein. Donc on voit qu'on a extrêmement réduit. Mais même cette réduction qui a été importante grâce à la vaccination, mais aussi grâce à d'autres facteurs qu'on ne comprend pas toujours. Hein. Faut bien. Mais malgré ça, c'est une maladie qui reste insupportable quand elle survient, parce qu'elle expose des gens jeunes, sans aucun facteur de risque, ou à la mort ou à des séquelles. On sait que, par exemple, grosso modo, si on prend l'ensemble des méningites, la mortalité c'est 10%, les séquelles c'est 30%. Donc on n'est pas que dans le nombre de morts qu'on prévient, c'est aussi des séquelles qui peuvent être définitives et très sévères. Donc la vaccination c'est très très important, je pense qu'il va falloir l'élargir d'ici peu de temps.
au méningo B, mais aussi à des nouveaux vaccins contre le streptocoque du groupe B pour les femmes enceintes, et à une prise en charge extrêmement précoce des patients, avec un diagnostic bien entendu rapide. Très bien, merci beaucoup Robert Cohen d'avoir été avec nous ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. Pour revoir toutes nos émissions, eh bien, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com mais également sur notre chaîne YouTube Fréquence Médicale. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Comme cette semaine également, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour poursuivre la discussion, jdflemoine@gmail.com. La semaine prochaine, c'est le retour de Jean-François Lemoine aux commandes des JDF. Quant à moi, je vous retrouve le 30 mars pour une émission consacrée à la migraine. Excellente soirée à tous. Ciao.